Je suis sociologue, j'ai travaillé avec Raymond Boudon, que nombre d'entre vous connaissent sans doute, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'école. Une partie importante de mon travail de recherche donc, a été consacrée à la compréhension des changements pédagogiques et de leur impact sur la formation des élèves, de même que sur l'inégalité des chances. Ce sont quelques grandes lignes de synthèse que je vous proposerai ici, puisque j'ai le plaisir donc, que l'on m'ait demandé de parler de la raison pédagogique. Pour la comprendre, pour comprendre la raison pédagogique moderne, il faut prendre un grand recul et la voir évoluer sur le long terme. Il faut aussi voir ce qui s'est passé ailleurs, notamment outre-Atlantique, où cette raison s'est réformée, si l'on peut dire, pour se détacher d'un modèle colonial jugé obsolète, longtemps avant que la raison pédagogique européenne ne prenne le même chemin du changement. Sans être caricatural, il me semble qu'une façon d'approcher ces changements modernes est de confronter deux modèles éducatifs opposés sur bien des points fondamentaux. Le modèle d'éducation libérale au sens philosophique et le modèle d'éducation que l'on peut dire progressiste, même si ce terme recouvre beaucoup de choses différentes. Il s'agit de tenter de comprendre comment l'idéal éducatif qui inspire les transformations de l'école a changé au nom du progrès, de la modernité et de la science. Très brièvement, l'éducation libérale est centrée sur les savoirs formels ou théoriques, c'est-à-dire constitués de manière systématique, et suppose que ces derniers sont les clés de la libération intellectuelle. L'éducation progressiste est centrée, au contraire, sur la notion d'expérience et ne place pas les savoirs formels au cœur du développement intellectuel. Le modèle d'éducation libérale suppose qu'il y a une harmonie entre les savoirs structurés et l'esprit. Au contraire, le modèle d'éducation progressiste s'appuie sur l'idée d'une continuité de l'esprit avec la nature, et plus précisément d'une continuité du développement de la pensée, de ses formes élémentaires et intuitives, vers ses formes supérieures et réflexives. La distinction entre éducation libérale et éducation progressiste oppose les idées de transmission, de maîtrise d'une discipline, de compréhension conceptuelle, de discipline mentale et de développement individuel, aux idées donc d'expérience, d'apprentissage situé par le faire, de compétences, de problèmes interdisciplinaires, mais aussi de développement groupal et d'apprentissage coopératif. Selon un épistémologue américain auquel je fais souvent référence, Philmer Northrop, on ne peut comprendre le développement historique des institutions sociales sans une idée claire de l'idéologie philosophique sous-jacente aux phénomènes sociaux observés à une étape donnée du processus historique. C'est le point de vue que je souhaite développer ici. Les changements pédagogiques en jeu traduisent évidemment une transformation des cadres intellectuels, du paradigme philosophique dans lesquels s'inscrit la pensée de l'école. Cette transformation a conduit, en particulier, à substituer des objectifs collectifs, politico-culturels, aux objectifs antérieurs d'émancipation intellectuelle. La thèse que je développerai est que le modèle libéral suppose une dualité du développement humain associant une évolution biologique naturelle à un développement impliquant constitutivement la médiation des savoirs formels. Par cette deuxième ligne évolutive, la raison s'inscrit en rupture avec le modèle d'évolution biologique. L'éducation libérale a été primitivement centrée sur l'homme et les facultés rationnelles comme expression du divin.
Mais j'évoquerai par ailleurs ici les conceptions modernes qui reprennent cette notion de dualité impliquant les savoirs formels. Le modèle progressiste accrédite de son côté une conception unitaire du développement qui s'inspire cette fois-ci assez directement du modèle biologique d'évolution. Je précise que ces deux modèles s'opposent idéalement, mais peuvent se retrouver associés dans les pratiques pédagogiques. D'une part, et ne sont pas exclusifs d'autres modèles éducatifs qui ont connu des développements importants dans l'histoire moderne de l'école. Je pense en particulier au modèle d'éducation dit traditionnel tel qu'il est représenté caricaturalement comme relevant de l'imitation ou de la répétition, et au modèle issu des approches behavioristes qui s'appuient sur des apprentissages et expériences spécifiques, supposés créer les connexions neuronales adéquates. Ces deux derniers modèles héritent, comme le modèle progressiste, de conceptions psychologiques naturalistes ou encore évolutionnistes. Pour approcher les paradigmes philosophiques qui ont éclairé tour à tour la raison pédagogique, on peut constater, à la suite du grand sociologue fondateur, Émile Durkheim, que les grands modèles de formation intellectuelle qui se sont succédés en Occident ont répondu à des idéaux de développement intellectuel et moral inspirés par l'épistémologie dominante, en lien donc avec l'idée de vérité. Ils présentent jusqu'au XVIIIe siècle, et comme je l'ai évoqué, le point commun de s'appuyer sur un dualisme métaphysique séparant le monde de l'esprit du monde naturel. Chez Platon, la possibilité de la connaissance s'explique par la substance immatérielle de l'âme, apparentée à celle du monde immuable des idées. La conversion de l'âme à laquelle tend l'éducation platonicienne, des philosophes rois dans la République, marque l'arrachement de l'individu au savoir traditionnel, aux préjugés et aux opinions, par sa formation à l'analyse intellectuelle, conçue comme préparation à la dialectique, qui est science des formes intelligibles, et donc méthode de recherche du vrai, ouvrant les voies de l'accès au bien. Ces conceptions ont été ravivées sous l'influence du christianisme. C'est l'idéal de formation de l'esprit qui a été privilégié par la morale chrétienne. Durkheim remarque que les penseurs de l'Antiquité, jusqu'à Socrate, avaient au contraire commencé à s'intéresser à l'univers physique. Si la réflexion grecque s'est portée d'abord sur le monde, c'est qu'il était le lieu du divin, alors que l'humain représentait des valeurs profanes, sans importance en elles-mêmes. Le christianisme a inversé ces rapports. Pour le christianisme, au contraire, écrit Durkheim, c'est l'esprit, c'est la conscience de l'homme qui est la chose sacrée et incomparable. Car l'âme, ce principe de notre vie intérieure, est une émanation directe de la divinité. Depuis les formes embryonnaires de l'institution scolaire à la Renaissance carolingienne, jusqu'à la veille de la Révolution, la pédagogie développée a été animée par le but de développer l'esprit. Elle représentait par là même un projet moral fondé sur la compréhension des Saintes Écritures. Grammaire de la Renaissance carolingienne, dialectique de l'enseignement scolastique et rhétorique littéraire de l'humanisme classique visaient un but commun, l'homme, la formation de la pensée et son expression, le développement de facultés générales par l'enseignement de savoirs organisés et à travers cette formation, l'accès à la compréhension des Écritures. Beaucoup a été dit par le philosophe américain John Dewey, notamment, des liens entre ce qu'il tenait pour le faux dualisme ontologique de l'esprit et du corps et les conceptions contemplatives présentées comme réceptives de la connaissance. Mais l'analyse épistémologique proposée par Durkheim révèle que ce dualisme a légitimé l'enseignement des arts libéraux parce que cet enseignement était centré sur le rôle intellectuel interne
et pleinement actif de l'esprit. À cet égard, le dualisme ontologique ne peut être associé à la passivité du sujet, mais rend compte de la forme particulière, logique et théorique, qui était attribuée à son activité. Cela me conduit à poser une question majeure. Pourquoi aujourd'hui l'activité de l'élève est-elle supposée, par les approches dominantes de la recherche en éducation, en conflit avec les enseignements théoriques ou académiques, impliquant des structures organisées de savoir et des exercices formels? Pourquoi encore l'idéal de culture de l'esprit, de libération de la pensée par l'apprentissage des savoirs organisés, a été décrié avec la modernisation de l'école, et qu'à cet idéal s'est substitué, par exemple, celui d'une culture non plus pensée comme développement individuel, mais comme commune. La revendication d'une culture dite commune constitue un désaveu de la culture en tant que telle. Cette dernière est détachée de sa portée humaniste universelle et relativisée, associée aux valeurs de groupes sociaux particuliers, inscrits dans le temps et l'espace. La fonction de la culture commune n'est pas l'émancipation individuelle, mais la socialisation collective, si l'on peut dire. Mon explication met en jeu, je l'ai annoncé, la domination d'une nouvelle idéologie philosophique sur la pensée de l'école. Dans ces évolutions, le XVIIIe siècle a représenté une période charnière, marquée par un changement profond des approches en épistémologie et en psychologie, sous l'influence de l'empirisme lockéen, et puis plus tard, de l'évolutionnisme. La psychologie associationniste des penseurs empiristes classiques enracine toute la vie mentale dans la combinaison d'idées issues au départ des organes sensoriels. Elle a alimenté, plus tard, la philosophie positiviste au XIXe siècle. Les empiristes britanniques, en vertu du rôle qu'ils accordaient à l'expérience sensorielle dans la formation de la pensée, ont discrédité non seulement le dualisme corps-esprit, mais toute dualité du développement de la raison humaine. Ce dernier était conçu sur la base d'un modèle unitaire d'association des idées, allant des sensations primitives aux idées complexes. Toute la vie mentale était supposée dépendre des évocations associatives automatiques déterminées par nos expériences passées. On peut constater une manifestation de l'influence de l'empirisme classique dans le reproche fait aux humanités par le philosophe positiviste Alexander Bain, dans son ouvrage « The Science of Education », publié en 1879, de provoquer dans l'esprit l'habitude de la servitude. Réagissant à un tel reproche, l'historien de l'éducation, Gabriel Comparet, remarque le singulier revirement de pensée par lequel les études libérales par excellence devenaient une école de la servitude intellectuelle. Comparet comprend bien que ce retournement est issu de l'héritage de l'empirisme lockéen, entraînant un déni de toute indépendance, de toute vie propre à l'esprit. L'abandon du dualisme a conduit à fonder le projet de l'éducation dite moderne sur de nouvelles conceptions des sources de la liberté et du progrès moral. Une théorie de la connaissance s'est développée qui reposait sur l'empirisme lockéen et soutenait que l'homme, dont les connaissances se développaient par réception des données sensorielles, était façonné par son environnement. De là, il devenait possible d'imaginer que la vie sociale et intellectuelle de l'homme démocratique moderne pouvait être mise en complète harmonie avec les lois de la nature. Nous vivons encore aujourd'hui dans le sillage de ces développements premiers des sciences dites de l'éducation. La psychologie fonctionnaliste ou adaptative, qui alimente en particulier la philosophie du pragmatisme, a réinterprété plus tard ces conceptions à partir du darwinisme. Mais comme on l'a vu, empirisme classique,
behaviorisme et fonctionnalisme partagent un même naturalisme qui ne reconnaît pas au savoir explicite ou encore structuré, systématique, théorique ou formel, un rôle propre dans le développement intellectuel. Ces grands courants philosophiques inscrivent les fonctions supérieures de la pensée dans la continuité du développement des fonctions primitives. La philosophie marxiste, de son côté, a offert une autre version de ce mouvement. Très généralement, l'idée d'évolution qui a traversé le XIXe siècle a légitimé un renversement ontologique entre l'idée de nature humaine et l'idée de milieu ou de rapports sociaux. On pouvait espérer alors, à partir de l'éducation, que la vie sociale et intellectuelle de l'homme démocratique puisse être mise en complète harmonie avec les lois de la nature. L'idée d'évolution satisfaisait admirablement les aspirations morales associées à l'émergence de la démocratie moderne. Nombre de penseurs du social et de l'histoire ont cru que les découvertes des doctrines évolutionnistes offraient alors des cadres scientifiques pour traiter les problèmes de société. L'idée de progrès de l'espèce qui leur est liée traverse le XIXe siècle. Le progrès social qu'au siècle précédent, on attendait de la raison, de la diffusion des lumières, était maintenant attendu des progrès du caractère social humain, de l'influence des circonstances, de l'environnement sur l'action, sur la formation de la volonté. Les êtres humains paraissaient les produits malléables de l'ensemble des relations sociales. Un renversement fondamental de l'ontologie sociale et humaine vient aux conséquences de ces représentations. Elles engageaient à la disparition de l'idée de nature humaine centrée autour des facultés rationnelles. Les doctrines évolutionnistes ont appréhendé la question de la nature de l'homme, donc à partir de la biologie. Les apprentissages qui hier permettaient la compréhension et la discussion des textes canoniques ne s'accordaient plus avec l'éducation morale du sujet du point de vue biologique. La finalité du développement, l'idéal supérieur qui anime la nature, c'était désormais la vie même. C'est le progrès de la vie que la formation de l'homme devait donc servir. Comme un historien américain l'a écrit, la morale elle-même recevait, pour la première fois, un fondement scientifique. La raison et l'intuition avaient lutté en vain avec le problème du mal dans un univers logiquement ou idéalement bon. L'évolution rendait le problème hors de propos, parce que le mal, désormais considéré comme un mauvais ajustement à la nature, devait inévitablement disparaître dans cette plus grande harmonie qui était bonne. Ces idées ont gagné l'esprit du temps, car l'image de l'homme et du développement humain qu'elle nourrissait tendait à donner sens au modèle démocratique du lien social, fondé sur des relations horizontales, intragénérationnelles. La conception de l'homme qui l'accompagnait était en effet associée à un projet social. La plupart des textes des pédagogues modernes, plus justement identifiés comme progressistes, se rencontraient à cet égard au point de vue des finalités comme au point de vue des méthodes. Ils se retrouvaient autour du modèle biologique du développement et de son naturalisme moniste qui rendait compte chez eux de la formation des personnalités humaines et du développement de la pensée. Ce modèle justifiait leur horreur des apprentissages livresques, des enseignements magistraux, des transmissions explicites qui mettaient en jeu des structures, des notions, des concepts hétérogènes aux modes supposés naturels d'apprentissage. Le savoir théorique, transmis nécessairement de manière verbale, se donnait comme un simple contenu de type factuel, confondu avec l'information. Donc rigide, sans vie, inapte à solliciter l'engagement des élèves. De manière corrélative, ces conceptions associaient les notions d'éducation morale et intellectuelle à la formation de l'individu dans son ensemble par l'expérience, conçue principalement comme expérience pratique et sociale.
Le modèle biologique d'évolution et d'adaptation de l'esprit humain, conçu comme un développement continu des fonctions élémentaires ou fonctions supérieures, a conduit à séparer ce qui était antérieurement implicitement associé, apprentissage formel et développement des potentialités de la pensée. La vie complète était opposée à la vie de la raison. Vivre est le métier que je veux lui apprendre, avait écrit Jean-Jacques Rousseau, résumant ainsi ses projets éducatifs pour Émile. Émile, ou de l'éducation, inversait le projet érasmien qui exhortait les éducateurs à commencer l'instruction des enfants le plus tôt possible. Johann Pestalozzi avait pour objet de ne pas faire des écoles d'écriture, d'alphabet et de catéchisme, mais des écoles d'hommes. La raison invoquée pour la création des chaires de pédagogie à la fin du XIXe siècle en France était que les professeurs, s'ils connaissaient admirablement l'art d'éveiller les esprits, ignoraient celui de former les caractères. Pour le philosophe John Dewey, une culture conçue comme raffinement interne de l'esprit s'opposait à une disposition socialisée. Et d'après Jean Piaget, le développement moral humain imposait, pour des raisons biologiques même, l'adoption des méthodes pédagogiques nouvelles et actives. Leçons, apprentissage des règles et exercices disciplinaires étaient renvoyés à des attitudes passives de la part des élèves parce qu'ils ne paraissaient plus liés à leur développement propre. Ils se donnaient à cet égard comme ingurgitation pure et simple de connaissances, d'une pensée figée, reproductrice de modèles sans perspective d'évolution. Néanmoins, demandons-nous si le succès de l'idée d'évolution suffit à expliquer le changement des cadres intellectuels qui ont progressivement dominé la pensée de l'école. Ce n'est pas évident, car l'enseignement des savoirs organisés a pu trouver d'autres justifications que celles dérivées du dualisme métaphysique, dans l'idée, par exemple, de la discipline mentale, puis dans certains nouveaux développements importants de la psychologie éducative, ceux, par exemple, de la psychologie historico-culturelle. Cette dernière tient que le développement des fonctions intellectuelles supérieures s'inscrit en rupture avec le développement biologique. Pour ce courant de la psychologie dont le père fondateur est le célèbre psychologue russe Lev Vygotsky, très mal compris, l'enseignement des savoirs organisés est moteur du développement intellectuel. Cette conception alternative de l'activité de l'esprit n'est pas métaphysiquement dualiste, mais on peut la dire duale. J'évoquerai ici quelques principes de la psychologie historico-culturelle de Vygotsky. La rupture avec le développement biologique est liée à la dimension sociale de l'expérience humaine. On retrouve bien la société comme élément clé du développement humain, mais non la société comme milieu producteur d'expériences, mais la société comme productrice d'œuvres et de savoirs constitués. Ces savoirs sont des outils constitutifs de la pensée. Les savoirs sous-tendent la dimension signifiante essentielle de l'expérience humaine. Ils ne se construisent pas à partir de l'expérience, ils fondent cette dernière. Vygotsky défend à cet égard et de manière totalement laïque une conception duale du développement humain. Il faut maintenant se demander pourquoi telle conception a été privilégiée dans le courant du XXe siècle plutôt que telles autres qui étaient aussi disponibles. Tentons de comprendre les réformateurs de l'école et de quelle manière l'idéologie philosophique progressiste répondait à leurs besoins et aspirations en termes d'éducation, non plus d'une élite sociale, mais de ce que l'on a nommé sans égard les masses. Il faut comprendre la domination des nouvelles idées dans un contexte d'expansion scolaire et de forte politisation de la pensée éducative. Le projet éducatif moderne, dans une école séparée de l'Église, revendique la priorité de la formation morale. Et cette priorité le caractérise. L'école, inspirée par les sciences humaines alors toutes jeunes, et en particulier les premières sciences de l'éducation, s'est donc sentie légataire
de la fonction éducatrice de l'Église. De manière souvent superficielle, et on a vu pourquoi en fonction des partis pris théoriques, les nouvelles idées éducatives revendiquent la promotion de la liberté, l'attention aux motivations et, pour tout dire, une forme de centration sur l'élève. Néanmoins, on a plutôt donné la priorité à ce qu'on nomme vaguement la socialisation sur l'émancipation individuelle. Les préoccupations sociopolitiques développées avec l'expansion des systèmes éducatifs peuvent expliquer la réinterprétation des conditions éducatives, de la liberté et du développement intellectuel et moral. Les États-Unis ont d'ailleurs mis en œuvre ces idées bien avant l'Europe, en lien avec une expansion scolaire déployée dès le début du XXe siècle. L'expansion scolaire a en effet fortement déstabilisé l'école. Cette dernière a été remise en cause compte tenu de ses missions complexes dans nos sociétés démocratiques modernes. L'école moderne est en réalité face à un dilemme qui la mine. Je propose, dans ces derniers mots de mon exposé, de vous en esquisser les traits profonds qui peuvent expliquer sa fragilité face aux idéaux pédagogiques multiples et variés, facilitant non pas l'éducation de l'esprit, mais la dite massification de l'école. Avant l'expansion scolaire, le système qui prévalait correspondait à ce que l'on peut décrire comme un modèle de parrainage, où le processus de sélection était contrôlé par les élites établies qui distinguaient leurs futurs pairs à une étape précoce et les formaient intellectuellement dans cet objectif de les succéder. L'éducation formelle reposait sur la croyance à la valeur intrinsèque de l'éducation, mais en dehors de ces processus de parrainage, les statuts sociaux étaient dans l'ensemble prédéterminés socialement. Le développement économique a permis et même encouragé l'investissement de tous les groupes sociaux dans l'éducation secondaire et supérieure. Ces évolutions des choix scolaires ont marqué la transition d'un système éducatif socialement stratifié à un système plus intégré, où l'école, malgré elle, devient le lieu central de la sélection sociale. C'est ce qui explique l'importance de la problématique de l'égalité des chances pour la sociologie de l'éducation et les politiques scolaires contemporaines. Ce nouveau système de sélection sociale n'est plus celui du parrainage, mais peut être décrit par la métaphore de la compétition. Le problème est qu'en conséquence, la mission première, intellectuelle et culturelle de l'école a été réduite et altérée. La responsabilité de la sélection pèse en effet sur l'institution scolaire. Cette sélection est alors repoussée le plus possible pour offrir les meilleures chances aux individus de révéler leurs qualités, qui ne sont pas nécessairement académiques. De fait, l'éducation par les savoirs formels, l'éducation intellectuelle, a été décriée et sa valeur intrinsèque critiquée, l'objectif dominant étant de maintenir le plus longtemps possible tous les élèves dans la dite compétition. Ainsi, les politiques scolaires ont été amenées à confondre démocratisation et massification. Elles n'ont pas cherché à développer véritablement la mission pédagogique de l'école, mais sa mission morale, à travers l'idée, par exemple, de socialisation. Elles ont donc été la proie des idées éducatives à la mode, qui avaient le privilège de se prévaloir de la science, comme je l'ai évoqué. Les scolarisations ont donc été prolongées avec une idée première de formation pour la société démocratique. L'éducation intellectuelle et culturelle est de fait prise en charge en partie en dehors de l'école par des processus divers socialement biaisés. Petits cours privés, activités extrascolaires, etc. Ce développement paradoxal des rôles relatifs de sélection et d'instruction de l'école et de la société constitue sans doute un facteur majeur des voies contre-productives souvent prises par les politiques scolaires. La raison est que la mission fondamentale de l'école n'est pas de sélectionner
et celle du marché n'est pas d'éduquer intellectuellement et culturellement. Les groupes désavantagés sont toujours perdants au bout du compte, car ils n'ont pas de véritable accès à une école de grande qualité. Ces évolutions révèlent, à mon sens, le peu de cas au final accordés par les acteurs politiques au développement du pouvoir de pensée des individus. Mais une certaine crainte de ce pouvoir explique que l'enjeu soit en premier, peut-être de les contrôler. Les fondements évolutionnistes de la pensée pédagogique moderne ont conduit à associer le bon en éducation au progrès général de la société plutôt qu'à celui de chacun de ses membres. La raison pédagogique qui en dérive a non seulement permis de faciliter la massification de l'école, mais elle a tendu à répondre à un besoin, sans doute inavoué, de contrôle. J'ai décrit ici, bien sûr, des évolutions qui se sont produites sur le long terme. Je vous remercie. Je dois dire d'abord la joie que j'ai eue à entendre l'exposé de Nathalie Bull, car professeur pendant plus de 40 ans, professeur avec un bonheur inusable et une inquiétude également inusable, c'est la première fois au bout de plus de 40 ans que je vois reconnu ce que j'ai fait. Alors que depuis 40 ans, je ne cesse d'entendre des discours qui contredisent ce que je fais dans la salle de classe et ce que beaucoup d'autres font en réalité. Car nous vivons une dissociation incroyable du discours pédagogique et de la réalité de ce qui se passe dans l'humble espace d'une classe. Car dans l'humble espace d'une classe, ce qui se passe, c'est le moment où un esprit s'éveille à lui-même. C'est un miracle qui m'a été donné d'observer tous les jours. Et il ne peut pas vivre cet éveil à lui-même sans rupture. Et j'ai entendu votre exposé comme un exposé platonicien, après tout. J'y reviendrai, car effectivement, le chemin qui conduit l'esprit à lui-même est nécessairement un chemin de rupture. Et l'humble espace de la classe est celui où ce chemin peut se déployer. Il est heureux que notre rencontre se situe à la conclusion d'un colloque magnifique qui avait pour thème l'espérance. Car l'école est le lieu même de l'espérance. Jean-Louis Viéra-Baron disait tout à l'heure que chez Péguy, l'espérance était seulement l'espérance surnaturelle. Je suis désolé de le contredire. Il y a un très beau passage où Péguy évoque l'homme de 40 ans, qu'il est, au moment où il écrit. Et il dit l'homme de 40 ans a compris une chose, et c'est pour ça qu'il a 40 ans. Il a compris qu'il ne sera pas heureux. Mais cet homme de 40 ans a un enfant en maison de 15 ans. Et cet homme de 40 ans, de manière absurde, fait tout pour que cet enfant de 15 ans soit heureux. Et donc l'éducation, que ce soit à l'école ou dans la famille, est vraiment l'exigence même de l'espérance. Il devrait être interdit aux désespérés d'enseigner. Et j'en veux beaucoup à ces adultes pervers qui se présentent avec un air coquet comme des inquiéteurs. Notre fonction de pédagogue est d'émerveiller et non pas d'inquiéter. Mais il est vrai que l'émerveillement ne va pas, j'y reviendrai, sans une certaine forme d'inquiétude. Il est bon que cette réflexion se déroule aussi dans ce collège des Bernardins, qui a eu la joie de recevoir le pape Benoît XVI et qui rappelait que ce collège des Bernardins est celui où de jeunes moines se consacraient à déchiffrer les signes.
Et que déchiffrer les signes, que ce soit ceux, comme vous le disiez, de la grammaire, de la rhétorique, de la dialectique ou de la musique, parce que Benoît XVI tient beaucoup à la musique, que ces signes sont au fond une quête de Dieu. Et que cette quête de Dieu permet au lieu d'étude de chercher dans les choses qui passent celles qui ne passent pas. Alors revenons à la mission de l'école. Je ne ferai pratiquement que mettre des notes au bas de page de ce que Madame Nathalie Bull a dit. L'école n'est pas la famille, l'école n'est pas un mouvement de jeunesse, l'école n'est pas un club de sport, l'école n'est pas une chorale. Elle n'est pas non plus un réseau social, ni un quelconque moyen audiovisuel. Le propre de l'école, c'est qu'elle éduque en tant qu'elle enseigne. L'école éduque en tant qu'elle enseigne. Ce que ne fait pas la famille, ce que ne fait pas la chorale, ce que ne fait pas le mouvement de jeunesse, ce que ne fait pas le club de sport. Le propre de cette mission d'enseignement, c'est évidemment d'être un chemin de la raison. Et c'est bien aussi ce qui justifie notre colloque ici. Or, ce mot de raison, on a eu à le rencontrer plusieurs fois, a subi une évolution très forte au cours des siècles, puisqu'elle désigne dans la philosophie classique ce qui oriente l'esprit vers la vérité, ce qui le rend capable de vérité et ce qui le rend même capable de Dieu. Et donc, c'est ce qui l'oriente, comme je le disais en rappelant les mots de Benoît XVI, vers ce qui ne change pas. Et puis, le mot « raison », à partir de la modernité, a pris une autre acception de capacité de calcul, ce que les gens appellent l'intelligence. Et cette capacité de calcul ne s'intéresserait pas à ce moment-là à l'être des choses, mais à leur relation. C'est Hobbes qui en a donné la formulation la plus claire. Penser, c'est calculer. Ratio now is but oratio. Comme je n'ai aucune confiance dans ma prononciation, le discours, la raison maintenant n'est que discours. Et vous évoquiez Platon. Dans la caverne, Platon nous dit que dans la caverne, il y a des gens plus malins que d'autres qui sont capables de repérer le retour régulier des ombres, qui, repérant le retour régulier des ombres, sont capables d'être des manœuvres plus dégourdies dans la caverne, plus malins, qui vont gagner dans la caverne, puisqu'ils seront capables d'anticiper selon des lois qui leur permettent d'observer la relation des phénomènes. Et Platon nous dit bien que pour aller de l'apparence à la réalité, il faut une rupture et qu'il n'y a aucun prisonnier qui sorte délibérément et de son propre mouvement de la caverne en se demandant si ça serait mieux ailleurs. Il faut aller le chercher et lui casser le cou pour qu'il se retourne de l'ombre à la lumière. Et au fond, toute l'opération de la raison est cette opération de rupture. Et donc, la présentation que vous avez faite peut se résumer comme la distinction entre une pédagogie de la rupture et une pédagogie de la continuité empirique qui peut suffire dans la caverne, mais qui ne suffira pas pour en sortir et pour aller se mettre en quête de la réalité des choses. Nous sommes, nous autres philosophes, les héritiers de quelqu'un qui a été condamné comme corrupteur de la jeunesse. Socrate, lors de son procès, dit à son accusateur Mélétos, « Mélétos, si tu sais qui corrompt la jeunesse, peux-tu me dire qui la rend meilleure ?» Mélétos, qui est un politique démocrate d'Athènes, répond « c'est pas compliqué, tous ces gens-là.
Alors Socrate dit, j'ai pas de chance. Je suis le seul dans Athènes qui corrompt la jeunesse alors que tout le monde peut améliorer la moralité de cette jeunesse. Et Mélétos, alors c'est pas Mélétos, c'est dans un autre texte que je ne suis pas allé chercher, mais c'est dans Platon. Un autre interlocuteur de Socrate lui dit « Mais tu sais, on apprend le grec, on ne sait pas qui nous l'a appris. Eh bien la sagesse, c'est pareil. » Et j'ai été très éclairé par le livre de Nathalie Bull qui dit que l'on a abusé du modèle de l'apprentissage de la langue. Car il est vrai que l'apprentissage de la langue est un usage tout empirique et informel qui me permet d'acheter un paquet de cigarettes si je fume. Ce qui n'est pas mon cas. Mais la culture n'est en rien comparable à l'apprentissage de la langue. En rien. Puisque précisément, la culture consiste à montrer à un enfant qu'il sait peut-être parler français, mais il n'a rien compris pour l'instant au trésor de beauté, de vérité, d'exigence qui sont déposés dans cette langue. Et donc, je vous remercie de souligner la confusion fatale entre l'apprentissage et l'enseignement. Et nous avons une pédagogie qui marche cul par-dessus tête parce qu'elle prend pour modèle l'apprentissage. Or, l'apprentissage, ça marche, oui. Mais Alain nous fait remarquer que l'apprenti est assez spontanément un esprit timide et conformiste. Parce que l'apprenti va reproduire des usages dont il ne va pas vérifier le bien fondé. Alors que l'écolier gâche peut-être de la copie, dit peut-être un peu n'importe quoi, à la différence de l'apprenti qui est prudent, car l'apprenti ne peut pas gâcher la pièce de bois, donc il est prudent. L'écolier est un peu imprudent et gaspille de la copie, mais cette imprudence de l'écolier, c'est ce qui fera de lui un homme libre. Et donc c'est une erreur fatale de prendre pour modèle de l'enseignement celui de l'apprentissage, puisque, au contraire, cet apprentissage, au fond, invite à une certaine forme de conformisme, et c'est à peu près là que nous en sommes. Pourquoi Mélétos a-t-il pu condamner Socrate ? Eh bien, Mélétos a pu condamner Socrate parce qu'il y a un troisième personnage. Il y en a un quatrième, c'est le comique, mais je ne l'aborderai pas. Il y a un troisième personnage, c'est le sophiste. Et au fond, nous assistons à l'alliance de Mélétos et des sophistes. Pourquoi Socrate s'est-il opposé aux sophistes ? Parce que, on le voit bien dans le dialogue du Gorgias, il dit aux sophistes, vous nous apprenez des techniques, des procédures, peut-être seulement parfois des flatteries, comme a dit Pierre Manint hier, mais au fond, et il faut absolument écouter cette leçon de Socrate, la technique induit un scepticisme de fait. Privilégier les méthodes, les techniques et les procédures, c'est inoculer dans les esprits un scepticisme de fait. C'est d'ailleurs ce que répond Gorgias à Socrate quand il dit « Le maître de boxe, de Pancrace, le maître de Pancrace apprend comment taper, il ne dit pas sur qui. » Et c'est bien ça l'inconvénient du privilège des méthodes. C'est qu'elles rendent indifférent à la vérité. Mais le sophiste a l'avantage d'ouvrir, grâce aux méthodes ou aux trucs dont il dispose, et qui souvent sont fort habiles, de donner une bonne place à la jeunesse française dans la compétition. Et voilà le deuxième modèle qui mine notre école. Premier modèle, celui de l'apprentissage. Deuxième modèle, celui de la compétition. C'est l'alliance triomphante de Mélétos et des sophistes. Et Socrate sera à nouveau condamné. Si ce n'est qu'il s'en fiche complètement parce qu'en fait, dans la pratique, dans les lycées et collèges, heureusement, il y a encore quelques professeurs. Et qui, par bonheur, laissent glisser sur eux le discours pédagogique comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et
Mais donc, voilà, le modèle de l'apprentissage ne laisse plus que place aux compétitions les plus féroces. Et ça donne ce spectacle pitoyable des établissements prétendument d'élite et qui nous publient des listes de résultats et qui disent avec une vanité insupportable « Nous sommes un établissement extrêmement exigeant, vous ne pouvez pas y rentrer comme ça. » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces écoles dont on dit c'est une bonne école parce qu'elle a de bons élèves ? Une bonne école, à mon avis, c'est une école qui a des bons professeurs, non ? Et on dit, ah oui, t'as de la chance d'être muté ici, c'est un bon lycée. Ça veut dire que les élèves sont bien propres sur eux. Donc, le résultat des opérations, c'est qu'on fait marcher la machine à broyer la sélection avec une violence incroyable. Et que tous les appels à la démocratisation ne cessent d'être complètement trahis et dénoncés par cette pression stupide, car il faut bien dire que c'est vraiment un spectacle stupide, à l'élite, à la compétition. Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans dans des classes préparatoires. Il y a ici quelques étudiants, je les remercie, je les salue. Je ne crois pas, à moins qu'ils se lèvent pour me contredire, avoir inoculé en eux un quelconque esprit de compétition et leur avoir dit « Tu vas être le meilleur, tu vas écraser les autres », etc. C'est vraiment pas comme ça qu'on donne le goût de la vérité. Vraiment pas. D'où le double échec de notre école, que tout le monde connaît. Échec de la démocratisation, en dépit de tous les discours, et même échec. Alors, moi, je voudrais bien qu'on nous dise bien cette pédagogie de la continuité plutôt que de celle de la rupture permet l'épanouissement des jeunes. Alors, je voterai pour. Mais lisez l'excellent livre de Nathalie Bull. À un moment, elle utilise l'expression que j'ai trouvée très heureuse du fait de aliénation au groupe des pairs. Le phénomène de l'adolescence fait que ces jeunes auxquels on ne veut plus rien dire, eh bien, ils écouteront l'enseignement de leur père. Ils écouteront l'air du temps. Les jeunes que l'on ne forme pas, ils sont perméables nécessairement à l'air du temps. Et la démission possible des enseignants les livre à l'air du temps. Échec de la démocratisation, échec de l'épanouissement personnel qui pourrait être effectivement un objectif fondé. Je développe rapidement une certaine conception de l'école en continuité avec ce qu'a dit Nathalie Bull pour illustrer cette idée donc de rupture nécessaire. En effet, l'école fait deux choses. Elle met en crise et elle émerveille. Elle met en crise, car tout professeur dans toutes ces disciplines, que ce soit en histoire, en géographie, en éducation physique, j'ai enseigné l'éducation physique, j'ai oublié de le dire, dans toutes les disciplines, le professeur est quelqu'un qui dit « tu croyais savoir, mais ». Le professeur de physique dit « tu croyais savoir, mais ». Tout enseignement est une mise en crise. C'est pourquoi le modèle de la transmission ne suffit pas. Parce qu'il peut y avoir des transmissions implicites. Et au fond, la transmission, on ne sait pas où elle passe. On ne sait pas par quel canal elle passe. Mais l'enseignement, il passe toujours par une mise en crise. Ce qui fait qu'effectivement, parfois, un étudiant, un élève peut s'en trouver troublé, de voir vaciller ce que jusqu'à présent il croyait savoir. Et cette mise en crise serait la chose la plus épouvantable si elle n'était pas liée comme récompense à un émerveillement. Que fait un enseignant ? Il fait partager l'émerveillement pour un monde intelligible. Partager l'émerveillement devant un monde intelligible. On n'a pas le droit d'enseigner si on pense que ce monde est absurde. On n'a pas le droit d'enseigner si on pense que ce monde est dégueulasse.
C'est ce que dit Hannah Arendt. L'enseignement, c'est le geste par lequel on dit aux enfants « Voici notre monde ». Et un adulte qui se refuse à faire ce geste de présentation « Voici notre monde » ne devrait pas avoir le droit de parler à des jeunes gens. Cette dialectique de la rupture et de l'émerveillement, elle se vit dans la salle de classe, dans l'humble poussière de la salle de classe, à travers l'attention. La plus belle page sur l'école, les plus belles pages sur l'école, sont celles de Simone Weil sur le bon usage des matières scolaires pour l'apprentissage de la prière. Ceux qui n'auraient pas encore lu ce texte, qu'ils se précipitent, ils auront de la reconnaissance pour moi, du bon usage des matières scolaires pour l'apprentissage de la prière, car Simone Weil nous dit ce que fait un élève dans la salle de classe, il exerce son attention. Et exerçant son attention, il se détourne de soi. Car on sait bien que ce qui nous empêche d'être attentifs, c'est le souci. Je voyais bien les étudiants qui, ayant trop de soucis, ne pouvaient pas être attentifs. L'attention nous lave de nos soucis, nous exonère de nos peines. Et plutôt que d'enfermer le jeune dans les remugles de ses préoccupations psychologiques, il est plus heureux de le tourner vers ce qui est beau, vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, et d'en partager émerveillement. Car là, il y a un chemin de liberté, qui est vraiment le chemin qui est donc à la fois une rupture et une découverte, c'est-à-dire une conversion. Et ces termes donc sont exactement platoniciens. Ils reviennent à dire que pour se découvrir lui-même, il faut que le sujet connaisse l'objet. Avouez que c'est simple. Le sujet ne se connaîtra pas lui-même en s'observant lui-même. Quand le sujet s'observe lui-même, excusez-moi l'expression, il s'emmerde. Le sujet ne se connaît lui-même que quand il contemple l'objet, qui est beau, qui est juste, qui est vrai, qui est dur, qui est résistant, qui est âpre. Mais c'est dans cette libération de ses propres ambiguïtés, de ses propres obscurités, qu'il peut trouver le chemin vers la confiance de l'adulte. Je terminerai mon exposé en posant deux questions, et je ne sais pas si Madame Nathalie Bull acceptera d'y répondre, mais c'est des questions que je voudrais partager, et je serais content qu'elle les relève. La première question, c'est pas vraiment une question, je voudrais faire un plaidoyer pour le professeur. Trop de professeurs ont actuellement une image dévalorisée d'eux-mêmes. Et on ne peut pas confier des jeunes à ceux qui ont une image dévalorisée d'eux-mêmes. Et enseignant en classe préparatoire, je continue de voir, avec une certaine tristesse, disons-le, d'excellents étudiants avoir des stratégies pour ne pas aller dans un lycée. Mais alors si ce n'est pas eux qui y vont, ça sera qui ? Donc il faut vraiment réhabiliter à leurs propres yeux les enseignants, en leur disant qu'ils ne sont pas des animateurs socio-culturels, mais qu'ils sont d'abord, comme d'ailleurs c'est ce qu'a dit M. Blanquer, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui de l'avoir dit, en disant qu'un enseignant, c'est d'abord un homme de culture. Un professeur de géographie, c'est d'abord quelqu'un qui aime la géographie. Et c'est dans la mesure où il aime la géographie qu'il pourra être effectivement heureux de proposer aux élèves un chemin vers l'intelligence de ce monde. Et donc, il est important de dire qu'un professeur, c'est d'abord un homme ou une femme de culture. Et ça n'est pas le simple agent d'exécution des dernières directives, qui d'ailleurs ne cessent de changer. Ce professeur, je l'ai dit, il aime le monde. Alors je plaiderais, mais j'aimerais qu'on avance là-dedans, pour une reconnaissance sociale des professeurs, car on assiste à une chute vertigineuse des vocations d'enseignants, inquiétante. Cette reconnaissance sociale passe entre autres par un salaire, mais elle passe aussi par une certaine liberté. Ne pas être traité comme le dernier agent d'un système absurde.
soumis à des mutations, à des orientations avec des calculs de points absolument minables. Enfin, croyez-vous que quelqu'un devienne meilleur pour avoir plus de points ? Donc le deuxième plaidoyer que je ferai pour l'enseignant, c'est qu'il ait quand même la liberté de choisir où il va. C'est quand même incroyable qu'il ne puisse pas candidater dans le lycée de machin, de truc, de tel endroit, et précisément en fonction des orientations qui sont celles de ce lycée, de la spécificité qui est celle de ce lycée, de l'esprit qui est le sien. Et trouvons des moyens, mais il faut absolument que les enseignants soient réhabilités à leurs propres yeux et qu'ils soient enfin traités comme des gens libres et comme des gens de culture. La deuxième question que je voulais poser, on a parlé de rupture, on a parlé de conversion. Évidemment, tout ce vocabulaire est religieux. On a même dit, Nathalie Bull a dit que l'école avait tentait de se substituer à la mission éducatrice de la religion. Mais il y a quand même une difficulté actuellement, c'est que nous sommes de fait dans une situation d'obscurantisme laïque. Est-il normal que les programmes de philosophie n'aient pas de chapitre de métaphysique? Est-il normal que Dieu, D-I-E-U, ait été supprimé des programmes de philosophie en 1960? Vous me direz, en 1972, c'est l'individu qui l'a suivi, donc c'est bon. Mais et la mort a été supprimée il y a 4-5 ans parce que ça inquiétait trop les élèves. Donc, en fait, une philosophie mutilée de métaphysique, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Un enseignement de littérature mutilé de toutes les grandes œuvres religieuses, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, on est bien loin de l'objectivité. On est dans une oppression qui fait que, à part quelques-uns, la plupart des enseignants se trouvent très timides pour parler de Dieu, qui devient vraiment, comme dit Houellebecq, il y a une seule chose comparable au sexe, c'est Dieu. C'est les trucs dont on ne peut pas parler. Encore que le sexe, finalement, bon, on en parle plus librement. Et voilà. Et cette situation d'oppression, bon, elle est grave politiquement, mais peu importe, mais elle est grave pour les jeunes qui nous sont confiés. Parce que celui auquel on interdit la curiosité spirituelle, on lui met une brique sur l'âme. Et puis lui, à coup sûr, il n'osera pas aller très loin dans les interrogations, parce qu'on lui dira « Ah non, ça, tu vois, ça, c'est des questions qu'on ne peut pas résoudre rationnellement. » Donc il va mettre un plafond et il va s'arrêter au niveau des questions utiles, monnayables. Donc on met objectivement une brique sur les âmes avec cet obscurantisme laïque. Or, l'obscurantisme a la même conséquence partout, c'est-à-dire qu'il engendre le fanatisme. C'est-à-dire quand quelqu'un qui a vécu dans ce silence, dans ce mutisme religieux, le jour où il découvre qu'il y a une quelconque proposition religieuse qui a un peu de sens, eh bien il la prend. Et tant mieux, au fond. Enfin, tant mieux. On le comprend. On le comprend. Il découvre enfin une grammaire, il découvre enfin un mode d'emploi, quelque chose qui a un peu de sens. Donc, il va s'y précipiter. Voilà. Pourquoi l'école? Pas pour faire un fonds commun, pas pour faire la République, même si par ailleurs c'est pas mal, mais pour permettre à un esprit de rentrer dans le chemin, disons-le, du salut. C'est-à-dire passer des choses qui se voient à celles qui ne se voient pas, passer des choses qui passent à celles qui ne passent pas. Et ce chemin du salut, il suppose aussi, bien sûr, d'être en proie à la question du mal. Et c'est pourquoi une pédagogie de la continuité qui s'inspire effectivement des apprentissages vitaux et qui voudrait nous mettre simplement au service de l'épanouissement de la vie est un énorme mensonge. Quand tout professeur, quelle que soit la discipline qui est la sienne, sait
d'une manière plus ou moins diffuse, d'une manière plus ou moins explicite, que ce qui lui est confié, c'est une personne qui est en attente de son salut. Mot qu'on n'ose plus prononcer, mais qui veut dire que, en fait, la grande énigme, c'est que c'est celle du mal. C'est pas le droit qui va en venir à bout, hein. On l'a vu. Et cette énigme du mal, le gamin, il la voit tout le temps. Et on ne peut pas se contenter de lui dire, bah, tu sais, c'est la vie qui continue. Voilà le sérieux devant lequel nous sommes placés grâce à Nathalie Bull.